Bon après-midi à chacun. Je vous promets que vous aurez moins ma présence aujourd'hui. On va avoir notre première session technique, voir comment le CCE, dans des situations de conflit et de migration, peut aider à protéger des femmes et des enfants. Alors, je vais présenter avant tout notre animatrice, Rachel. Vous l'avez entendu ce matin. Et je voudrais présenter Rachel, qui est assise là, à gauche. Rachel Knowles est chef de la branche à la division technique du FNIAP. Rachel est un chercheur représenté qui a une carrière de 2 décennies, qui a mené des recherches en Asie et en Afrique. Elle a formé une génération en tant que professeure d'université à Heidelberg en Allemagne et en 2003, elle s'est jointe à l'école de santé publique de Michigan et au centre d'études publiques de Michigan. Mais je crois que vous voudrez plutôt entendre ce que Rachel a dit. Merci beaucoup, Matassa. Je crois que nous sommes tous ici de retour. Nous avons nos panélistes. Soyez les bienvenus. Je crois que ici, il s'agit de mettre l'emphase sur une situation de crise et surtout de crise humanitaire. Je crois que ce matin, on a tous eu un enjeu qui nous a mené à une réflexion, à savoir, imaginez que vous êtes quelqu'un déplacé, vous avez perdu vos documents, le gouvernement est en désarroi, vous êtes dans un autre pays, et ce, sans aucun document d'identité, avec votre famille, etc., etc. Voilà ce dont ce panel va parler. Quelles sont les réalités? Quels sont les défis? Et nous espérons aussi pouvoir aborder des solutions pour offrir des documents d'identité pour des personnes qui sont déplacées. Tel qu'on l'a dit, on a de grands panélistes et permettez-moi de vous les présenter rapidement. À ma gauche, vous avez Elena Berube, qui est des nôtres du HCR et qui va nous parler de la discrimination du genre. Et puis, vous avez les états civils et la situation d'apatride, donc les personnes qui sont laissées pour compte. Vous avez Rosaline Pura, qui est de l'autorité des statistiques des Philippines, qui va nous parler de l'ECEC dans des cas spécifiques, qui va nous parler du cas des Philippines. Vous avez par la suite Martin Clutterbuck, qui vient du Conseil de réfugiés de la Norvège, du Bureau du Moyen-Orient, et qui travaille dans le cadre de l'inscription des réfugiés syriens au Liban et en Jordanie. Donc voilà des études qui sont réellement dans la réalité de notre temps. Vous avez Alicia Yellow, qui est chercheur, qui parle des inscriptions d'état civil pour les femmes migrantes. Et finalement, vous avez Marwan Kawaja, qui est de nous, qui vient de Bureau des Nations Unies pour ESCOA, qui est une région qui a beaucoup de défis humanitaires. Et lui aussi, il va nous faire part de ses commentaires. Mais d'abord, on va passer la parole à Elena Berube. Et vous avez le podium. Vous avez aussi ici le cliquet pour vos diapositives. Quelqu'un va avoir devant vous un signe qui va faire le décompte du temps qui vous reste, 5 minutes, 3 minutes et 1 minute, ce serait. Et c'est elle qui va s'assurer que nous respectons les temps. Nous allons répondre aux questions après vos présentations. Elena, est-ce que je parle au sein de ce micro-ci ou de cet autre, ou des deux? Bah, très bien, très bien. Bonjour à tous.
C'est un grand plaisir d'être ici. Je suis conseillère juridique du HCR ici. Je remplace Mélanie, qui malheureusement est au siège, qui aurait voulu être des nôtres, mais n'a pas pu être là. Donc, je ferai de mon mieux pour mieux la représenter. Et s'il y a des questions, des discussions que vous voulez bien continuer, parce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, moi, je me ferai un plaisir de vous référer à mes collègues de l'unité des chargés des personnes apatrides pour vous répondre. Tel que je vous ai dit, ma présentation mettra l'accent sur l'impact de la discrimination du genre dans le CEC, dans la création et l'aggravation des problèmes d'apatride, surtout dans les situations humanitaires. Donc, le HCR est l'Agence des Nations Unies qui a pour mandat de travailler sur la situation d'apatride. Je crois que ça, c'est un enjeu assez obscur par rapport à l'enjeu des réfugiés, qui est aussi une grande préoccupation pour nous. Mais cet enjeu est la réalité de beaucoup de personnes. Qu'est-ce que c'est qu'une personne apatride? C'est une personne qui n'est pas considérée comme étant un citoyen d'un État quiconque et donc n'a pas les droits associés à la citoyenneté. Donc, ils n'ont pas de droit quant à la résidence permanente du pays dans lequel ils habitent. Ils pourraient ne pas avoir accès aux services ou ni avoir accès aux droits de la personne, aux droits de l'homme. Ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas avoir accès aux services, ils ne peuvent pas ouvrir des comptes bancaires, ils ne peuvent parfois même pas se marier. Nous voyons cela même au Canada, où nous avons affaire aux personnes apatrides, pas à l'envergure d'autres pays, mais nous voyons qu'il y a des personnes qui sont apatrides, sont ceux qui sont laissés le plus pour compte. Il y a 3 900 000 personnes apatrides connues dans le monde, dans 78 pays, mais le HCR trouve que ce chiffre est sous-estimé. Mais il y a beaucoup de pays qui ne rendent pas compte des personnes apatrides. Il y a des pays tels que le Canada n'ont même pas un processus pour déterminer les personnes apatrides, pour déterminer de leur présence sur le territoire. Donc, pour faire une sensibilisation et pour galvaniser la communauté internationale afin de trouver une résolution, en 2014, le HCR a lancé une campagne de 10 ans pour mettre fin à l'état d'apatride sur une campagne intitulée « J'appartiens ». Et c'était pour régler cet enjeu dans une décennie en trouvant une solution à aux situations existantes et en trouvant des situations à l'avance pour des situations qui pouvaient arriver à terme. Et ils ont eu un plan d'action de 10 points. D'abord, l'action 3 que je voudrais souligner, qui est de pouvoir se défaire de la discrimination du genre dans les lois nationales pour éviter des cas d'apatrides qui sont en cours et des cas à venir, et aussi assurer qu'il y a une inscription à l'état civil à la naissance pour éviter la situation d'apatride. Quoique la discrimination du genre et les lois sont la cause de la situation d'apatride, cette réalité dans le cadre de l'ECEC a fait l'objet de très peu d'attention, parce qu'il y a peu de pays où les lois sur la nationalité ne discriminent pas, mais où les lois ECEC sont liées à la discrimination du genre. Il y a quelques exemples ici qui sont des restrictions liées au genre à l'inscription à l'état civil. D'abord, c'est qu'il n'y a que des hommes qui peuvent déclarer un enfant, que la nationalité doit être menée, et ça exige la présence du père quand l'enfant est né hors mariage, ce qui mène à la discrimination.
parce qu'il faut aussi présenter un certificat de mariage pour inscrire un enfant à l'état civil. Aussi, on voit que les nationalités sont obtenues différemment dans les pays. C'est basé sur la parenté ou le pays de naissance. Et le certificat de naissance est un document clé pour pouvoir assurer l'accès à la nationalité et à ses avenants. Donc, ne pas avoir un certificat de naissance n'est pas forcément un lien vers la situation d'apatride, mais ça peut mener à cet état. Par la suite, prochaine diapositive. Il y a des pays ici spécifiques qui ont une réalité, mais je crois que je vais passer cette diapositive et je vais discuter de cette réalité dans un contexte de crise humanitaire. Le HCR a dit souvent que dans des crises humanitaires, il y a eu un manque d'inscription d'état civil parce que ce peut que faire cette démarche devient une priorité laissée de côté. Parfois aussi, il y a des autorités qui refusent d'inscrire des réfugiés. Et aussi, quand on est en situation de conflit et de déplacement, souvent des gens se déplacent sans preuve d'identité, ce qui fait en sorte que les parents ont du mal à établir le lien de parenté avec un enfant et de ce fait l'inscrire au registre d'état civil. On a vu dans plusieurs situations humanitaires une réalité de violence sexuelle et quand il y a des restrictions basées sur le genre à l'inscription, vous verrez que certaines réalités font que la réalité de l'inscription devient entravée et les situations d'apatride sont prévalentes. Prochaine diapositive. Ici, vous montre les ODD clés. Et je pense que nous connaissons tous. Et on en a discuté lors du panel ce matin. Malheureusement, je n'étais pas membre du dit panel, mais je voudrais vous montrer le programme d'identité légale qui est un travail collaboratif dans la famille onusienne d'institutions. Et vous avez aussi l'ODD 5 qui a été mentionné ce matin. Je parviens dessus. Un point clé que je voulais souligner pour ce qui est des documents sur la discrimination dans les lois ESEC. Aujourd'hui, les documents sur la discrimination et sur la condition d'état civil mettent l'accent sur les femmes et les filles. Et on a peut étudier la situation d'apatride basée sur les lois discriminatoires de l'ESEC afin de pouvoir combler cette lacune dans les recherches. Le HCR et l'UNICEF ont fait un partenariat pour mener à bien une recherche et ont publié un document sur cet enjeu sous les auspices de la coalition HCR-UNICEF intitulé « Chaque enfant a droit à une nationalité ». Nous pensons qu'il y aura un document produit d'ici la fin de 2020. L'espérons bien. On va voir si ça va se concrétiser d'ici la fin de l'année. Mais nous travaillons là-dessus activement et s'il y a un intérêt quelconque de vous afin de contribuer à ce travail, ou ne serait-ce que pour être informé, dites-le moi. Ma collègue qui n'est pas ici aujourd'hui se fera un plaisir de discuter avec vous. Et moi aussi, je vous informerai du meilleur de mes capacités durant ma pause. Vous avez Shaya aussi, voilà les contacts des personnes que vous pouvez contacter. Oh, je suis navrée, je suis en retard sur ma diapositive. Oh là là, je crois que Fianné. Ouais, voilà. Voilà, c'est la diapositive qu'il faut. Voilà, je suis un peu en retard. Alors, ici, vous avez le contact de Malani Kana et puis le contact de Vijay Atman Raman.
N'hésitez pas à leur faire part de vos idées ou aussi de leur parler de votre intérêt à participer à l'étude. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Excellent. Je crois que nous passons au prochain panéliste et par la suite, nous répondrons aux questions. Je vous souhaite d'accueillir Rosalinda Pura des Philippines. Elles seront au podium ce faisant. Bon après-midi à tout un chacun. Permettez-moi de partager avec vous les expériences du Philippines en faisant avancer le système d'inscription à l'état civil, et dans un cadre d'un État fragilisé. Vous avez les points de ma présentation. Vous avez l'introduction, le cadre légal, les Philippines comme étant fragilisées, etc. Donc, pour comprendre comment est-ce que le CEC fonctionne aux Philippines, permettez-moi de vous parler du rôle du département d'inscription local de la société civile, marche le rôle du département de la santé et le rôle d'autres intervenants. Et tous ces acteurs ont un rôle important dans l'inscription de l'état civil. Et Rosa Lesales est chargée des statistiques. Et nous avons fusionné ces départements en 2013. Vous avez aussi l'autorité de statistique et le dépositaire des documents d'état civil. Et maintenant, l'inscription locale civile et coordonne les inscriptions au niveau des gouvernements locaux sous la supervision des chefs exécutifs locaux. Et le département de la santé a son rôle important parce qu'il joue un rôle avec le secteur de la santé et ils sont responsables de la codification des décès directement et la formation des travailleurs de santé. Et ils jouent un rôle dans la dissémination de l'information, l'éducation, la communication et la coordination pour les politiques. À l'écran, vous avez l'organigramme du parcours des documents du registre civil. Le CEC aux Philippines est appuyé par un cadre juridique clair du registre civil, y compris la loi sur la réduction des sinistres, et cela donne un statut aux femmes et aux enfants. Nous avons aussi le code du bien-être de l'enfant et aussi la loi contre la violence faite aux femmes. Et je voudrais mentionner qu'il y a la loi qui permet aux enfants illégitimes d'utiliser le nom de famille du père afin de leur permettre d'avoir accès aux prestations. Comme vous verrez, aux Philippines, vous avez affaire à un pays qui est soumis à plusieurs aléas naturels. Il y a 20 cyclones tropicaux par année. Et cela endommage des propriétés mobilier ainsi que aussi les documents. Parfois, nous avons souvent connu des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des inondations. Et donc, selon la zone géographique, tout cela a été vu l'année dernière. Ici, nous avons les
l'état de décès lié au typhon. Ça a été l'année dernière, c'est en 2011-2013, nous avons connu plusieurs de décès. Dû à cela, les enfants surtout ont pâti et ce qui a mené parfois au trafic d'enfants. Et les régies civiles ont souvent été endommagés. Voici les quelques stratégies que nous avons suite au sinistre, des stratégies mises sur place. Certaines de ces stratégies sont ce qui suit. Vous avez l'inscription en masse des décès après le cyclone Yolanda pour que les victimes puissent recevoir 10 000 pesos qui sont donnés aux familles. Vous avez aussi les bénéficiaires qui sont déterminés avec des documents et aussi les privilèges qui sont donnés suite à l'établissement de filiation. Vous avez l'accès facilité aux programmes sociaux et de protection d'enfants avec des documents civils établis au niveau national. Nous sommes le dépositaire de plus de 1 500 000 documents. Aussi, nous coordonnons avec le bureau de registre civil pour reconstituer les documents perdus et pour mettre à disposition des documents pour l'enregistrement, pour le pré-enregistrement et le post-enregistrement en appui du travail du FNUAP, du HCR et d'autres partenaires internationaux. Et pour le recouvrement et la réparation, nous le faisons nous le faisons en faisant un balayage de documents préexistants ou en mettant à jour le nom des documents. Maintenant, ce que nous faisons pour renforcer le CEC suite au typhon l'ouragan Yolanda, nous avons mobilisé les registres ainsi que les partenaires internationaux pour renforcer le cadre légal et afin d'améliorer le système. Donc, entre autres, nous avons établi des partenariats avec la Banque mondiale, l'autorité philippine, le ministère de la Santé, et nous avons aussi les Affaires mondiales du Canada qui tous ont mené une étude sur les Philippines en 2014 et vous avez l'initiative UNESCAP et aussi des déclarations du président et l'observation de la décennie à cet effet. Nous avons établi une loi qui touche à la mitigation des aléas liés au sinistre. Vous avez la loi sur l'urgence, sur les sinistres, l'aide aux sinistrés enfants et la protection des enfants. Aussi, nous avons impliqué des agences en comptant sur l'appui de partenaires mondiaux. En fait, en 2020, nous avons de l'aide pour le plan stratégique ainsi que l'appui du gouvernement dans la surveillance des ODD. Et pour un avenir, nous voulons établir des liens avec différentes agences pour accroître la sensibilisation publique sur l'importance de l'inscription à l'état civil et nous voulons continuer une discussion sur l'inscription à l'état civil
avec des différents groupes techniques pour améliorer la pertinence des politiques et des réglementations. Nous travaillons avec les différents départements et ministres, nous travaillons avec le corps médical pour améliorer le CEC dans les pays, et surtout le fait de remplir des formulaires suite au décès. Nous voulons aussi publier les statistiques dans les pays et ce sont des documents qui étaient produits après 3 années, mais maintenant ne sont produits qu'après 1 année. Nous allons avoir aussi une planification stratégique à partir de ce mois de mars. Merci. Okay, thank you so much, Rosalinda. And now we'll. Merci beaucoup, Rosalinda. Maintenant, c'est Martine qui est du Conseil des réfugiés norvégiens dans la région du Moyen-Orient. Merci. Au Conseil des réfugiés norvégiens, nous avons un plan d'aide juridique. Nous aidons les réfugiés à obtenir des documents d'état civil. C'est une action qui se concentre au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, en Jordanie, au Liban, surtout pour les filles. Nous savons que la guerre joue un rôle assez détrimental. Dans ce cadre, vous avez dysfonction, vous avez des documents qui sont détruits ou qui sont perdus. Vous avez beaucoup d'endroits du pays qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement et vous avez des groupes qui contrôlent certaines zones géographiques qui émettent des documents qui ne sont pas reconnus par le gouvernement central. Et il y a des enfants qui meurent, il y a des hommes qui sont portés disparus. Et il y a des problématiques pour ce qui est des documents qui reflètent le changement du statut. Il y a la violence faite aux enfants, des enfants qui sont violés. Donc, tout ceci peut mener le système d'émission de documents au point de rupture. Et prouver son identité parfois devient important en situation de conflit parce qu'il faut se déplacer, il faut montrer un document pour passer au point de contrôle. Il y a des suspicions quant à son identité, des questions quant à où se trouve le mari ou le père. Donc, il est important que les gens aient des documents. Et souvent, les documents ont accès à d'autres documents, des documents établis par l'autorité qui gouverne leur zone géographique et des documents émis par le gouvernement central. Et les enfants sont souvent de la responsabilité des femmes en situation de conflit en général. Ces 4 problématiques que nous voyons contribuent aux problématiques des femmes. D'abord, ce sont des lois patriarcales dans beaucoup de pays du Moyen-Orient. Le patriarcat est souvent le chef de famille et celui qui tient les documents importants, comme le livret de famille. Souvent, les maris disparaissent en situation de conflit. Il incombe aux femmes de garder, de faire la mise à jour du statut de la femme ou le livret de famille à jour. Et cela mène à des problématiques quand ces personnes veulent transiger avec le gouvernement central. Quand on leur demande où se trouve le mari, il y a suspicion que ce mari travaille avec les forces d'opposition. Et quand les femmes se trouvent en situation de chef de famille, il faut qu'ils aient des documents pour avoir accès aux rations, à l'aide humanitaire, entre autres, et aussi il y a la réalité de la protection contre le risque des femmes et des enfants. Et voilà un point de vue donc de quelqu'un qui se trouve sur le terrain. Commençons avec l'Irak. On estime, d'après les recherches, qu'il y a 80 000 enfants, ou même plus d'enfants irakiens qui n'ont pas de certificat de naissance.
Habituellement, les parents sont soupçonnés d'être impliqués avec ISIS. Et c'est difficile de prouver l'identité de ces personnes, bien que il est nécessaire d'avoir un certificat de naissance en vertu de la loi en Irak. Alors, cela représente plusieurs problèmes. D'avoir un certificat de naissance, il faut avoir la preuve d'un père. Si le père est disparu, mort, bon, c'est problématique. Deuxièmement, il faut avoir un mariage, un certificat de mariage. Si vous avez eu un mariage, bon, si votre certificat n'est pas reconnu, peut-être c'est un certificat reconnu de Daesh. Bon, cela cela mène à plusieurs pressions. Vous pouvez vous rendre aux tribunaux, il faut avoir des témoins, donc c'est un processus très difficile pour les femmes. Si votre mari manque à l'appel, vous devez avoir un avertissement que votre mari manque à l'appel, et cela cause beaucoup de stress pour les femmes, où les femmes doivent avoir un énoncé avec la police. Elles doivent attendre, et s'ils attendent et il ne s'est pas retrouvé après 10 ans, il est considéré mort. Pour cette première étape, les autorités ne donnent pas de permis de sécurité pour les femmes. Il y a un processus en Irak qui s'appelle le tabri, c'est-à-dire qu'en tant que femme, vous pouvez faire un énoncé avec la police des actions de votre mari au tribunal pour nettoyer, disons, votre famille, et vous avez plus de chances d'avoir un certificat de naissance pour votre enfant. C'est un processus très difficile pour les femmes, et nous ne voulons pas encourager les gens à s'engager dans ce processus. Il y a des risques pour continuer avec le processus ou non. Alors, il y a des risques partout pour les femmes. Une autre situation, la Syrie, comme vous imaginez, il y a toutes sortes de variations pour ce qui est des processus de documentation. Mais un exemple, c'est les femmes qui doivent dépasser la ligne de conflit pour avoir des documents. Pour la plupart des Syriens, un document du gouvernement est très important, même si vous êtes dans une région qui n'est pas contrôlée par le gouvernement. Alors, les femmes habituellement doivent passer cette ligne dans cette région contrôlée par le gouvernement pour enregistrer les enfants. Et cela représente des risques personnels, comme vous imaginez. Et les gens vont vous poser des questions. Où se trouve votre mari? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il fait partie des groupes armés? Alors, c'est une situation très difficile. Le gouvernement syrien a donc changé les règles pour les familles, pour que les femmes puissent mettre à jour le statut de leur famille. Mais c'est toujours une situation très risquée. Troisième situation, c'est les filles, c'est le mariage des enfants. C'est une question culturelle en Syrie qui a été exacerbée à cause du conflit. Au Liban, par exemple, on estime qu'un quart des filles sont mariées entre l'âge de 15 et 17, à peu près 24%. Alors, au Liban, pour avoir un certificat de mariage, tout dépend de votre groupe religieux. Souvent, il y a des filles qui nous contactent. Elles sont très jeunes, même moins de l'âge de 15 ans, et elles ont déjà des enfants. Alors, elles veulent avoir un certificat de naissance pour l'enfant, mais pour l'avoir, il faut prouver le mariage. Et donc, les fournisseurs d'aide juridique sont placés dans une situation difficile parce qu'ils doivent enregistrer le mariage, ce qui est illégal. Comme ça, l'enfant peut avoir un certificat. En Jordanie, c'est différent un petit peu parce que l'âge de majorité est de 18 ans, mais vous pouvez être marié de 15 ans ou plus vieux si vous avez le consentement d'un juge du tribunal Sharia. Mais il y a des filles qui ont des enfants moins de l'âge de 15 ans, et pour elles ont des mariages illégaux. Alors, pour la plupart des cas, les filles doivent enregistrer l'enfant dans un autre nom. Elles doivent avoir
des faux documents. Et bon, c'est tout un mélange. Alors voilà quelques situations qui se passent actuellement sur le terrain. Alors, les 4 recommandations qu'on ferait, alors, premièrement, ce qu'on en parle déjà, c'est les règles de nationalité qui sont égales pour les genres, que ce soit pour le père ou la mère. Deuxièmement, l'enregistrement des enfants, peu importe le statut des parents, pourrait faire une grosse différence. Troisièmement, c'est plus de souplesse pour offrir des documents d'état civil pour les personnes en conflit. En Syrie, ça prend 4 ans là. Déjà, si pour obtenir ces documents, si votre mari manque à l'absence. Quatrièmement, c'est renforcer les efforts pour la protection des femmes et des filles. Merci beaucoup. Merci, Martin. Vous avez démontré des points très concrets et ça nous a aidés. Merci. Dernier exposé, c'est de Alison Petroziello, rechercheuse en genre et migration. J'ai demandé à Martin de faire une mesure de genre, d'égalité de genre et de changer le podium ici pour que ça m'aide. En tout cas, je suis très contente d'être ici et je suis très contente de pouvoir participer à ce dialogue qui fait le lien entre l'égalité des genres dans le contexte de documents et de les relier aux catastrophes et la migration. En tant que spécialiste de migration, je vais me concentrer sur les expériences des femmes qui font face à obtenir des documents d'état civil. Où au monde, on a ce registre existe qui bloque la citoyenneté pour les populations de femmes et de gens en minorité. Ce processus, donc, est tout mélangé dans l'application de la loi. Il y a eu des défis juridiques, etc. J'ai aussi documenté des exemples et j'ai présenté cela en juin en Europe. Alors, tout le monde a un rôle ici. Je me concentre sur la femme, les mères, parce que le statut de la mère détermine le tout, comme on a vu, tout comme les normes sociales et les cadres qui entourent la reproduction, mobilité, c'est-à-dire l'histoire, le récit débute tout au début, même avant l'enregistrement de l'enfant. Si on peut trouver la mère, on peut déterminer ce qui est accessible pour elle et aux enfants. En ce qui concerne les documents d'état civil, protection consulaire, dont on n'a pas parlé, le statut de migration et les services de santé. Alors, à tous ces points, il y a des obstacles qui sont donc renforcés par d'autres éléments comme la discrimination sur les genres ou l'ethnicité. Je vais discuter plusieurs exemples qui touchent les femmes migrantes dans le monde et ensuite je vais signaler les pratiques exemplaires pour faire la promotion de ce registre de certificats de naissance qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour les migrants. Voilà, cela devrait encourager un dialogue entre le désir de renforcer les systèmes ESEC pour avoir identité pour tout le monde et de l'autre côté, de démontrer les obstacles au registre de la naissance, tout dans le contexte d'aider les gens en situation de migration. Alors, commençons. Globalement, quelles sont les inégalités de genre pour les femmes migrantes pour qu'elles aient accès aux documents d'état civil? La Banque mondiale nous a fourni des statistiques sur les lacunes de genre pour ce qui est des documents et plusieurs lacunes existent dans quelques pays, comme vous voyez à l'écran. Les gens qui ne sont pas enregistrés ou inscrits continuent à migrer. Si elles peuvent recevoir une identification, sinon n'ont pas pu avoir une identification chez eux, il est peu probable qu'ils vont avoir
cette carte ailleurs ou cette identification ailleurs. Alors, l'inégalité sur les genres signifie que les femmes sont moins susceptibles à être documentées et ne vont pas pouvoir participer dans les programmes de migration. Pour ce qui est de leur participation à ces processus de migration, bon, ici, c'est plus développé dans quelques parties de pays tels que les Philippines, mais bien qu'il y ait des contextes où il y a des femmes migrantes qui vont à l'étranger en tant que travailleuses, elles doivent aussi elles font face à l'inscription des enfants qui sont nés à l'étranger. Nicole Constable a fait des recherches. Elle a écrit un livre, Born Out of Place, et elle a démontré que les femmes migrantes des Philippines et de l'Indonésie qui travaillent à Hong Kong ont beaucoup de difficultés à avoir accès à obtenir des documents d'état civil pour leurs enfants. Alors, deuxième obstacle, je documente ces pratiques ici. Alors, des gouvernements apportent des lois à l'enfant. Par exemple, à l'Israël, on a arrêté d'offrir des documents de certificat d'enfant quand ces enfants sont nés d'un étranger. Et ces gens doivent se rendre à un consulat et au final, ils ne peuvent pas obtenir de documents. En République dominicaine, ils ont créé un système de registres séparés pour les enfants qui sont nés de femmes qui proviennent de l'étranger ou des femmes qui ne sont pas documentées. Ils ont un document de différentes couleurs quand ils donnent naissance à l'hôpital. Et ces personnes doivent s'inscrire dans un livre de l'étranger. Ensuite, doivent se rendre à un consulat, à leur consulaire pour obtenir ces documents. Il y a beaucoup de Haïtiens et moi j'ai vu de mes propres yeux qu'il y a 2 documents pour ces enfants parce que le gouvernement n'enregistre pas ces enfants automatiquement. Et une autre situation au Texas. Même dans des pays tels que les États-Unis, il y a des États qui ont changé les règles d'administration pour que les mères puissent obtenir des documents pour leurs enfants. Il y a eu une poursuite en 2013. Ils ont changé les règles qui disaient qu'il fallait avoir un passeport, y compris avec le visa. Et cela a été rejeté depuis, mais dans quelques États, on essaye de forcer la main du gouvernement fédéral pour faire reculer les règles de citoyenneté. Et on ne sait pas ce qui va se passer maintenant avec l'administration actuelle. Troisième obstacle, un manque d'accès à une santé reproductive et les droits pour les femmes migrantes qui compliquent les choses pour l'obtention des documents. Cela a été bien documenté par les femmes de l'ONU, entre autres que les femmes migrantes font face à des défis pour avoir accès à des services de santé reproductive. Et il y a aussi des mesures où le personnel a les responsabilités qui vont au-delà de ce qu'il devrait avoir et donc qui compliquent les choses. Les infirmières sont dans une position difficile et qui rend l'application de la loi difficile. Alors, il se peut que des migrantes ne vont pas se présenter à l'hôpital parce qu'elles ne veulent pas être déportées. Alors, les complications d'avoir un enfant à la maison, est beaucoup plus compliqué et c'est très difficile pour plusieurs places. Et quand il y a une naissance à l'hôpital, il y a une pratique où les hôpitaux ne donnent pas les documents tant que les parents payent les factures. Et cela se passe au Maroc et aussi à Montréal. Ça c'est une pratique illégale. Ici, un demandeur d'asile en Afrique du Sud qui poursuit le gouvernement parce qu'elle a été rejetée de l'hôpital et elle a dû donner naissance dans une station de train. Imaginez de devoir documenter l'existence de son enfant. Quatrième obstacle. Alors, la présomption d'origine nationale, ça, c'est une proxy pour la discrimination ethnique. Alors, tout est rajouté par-dessus ces obstacles et ces gens font face à cette discrimination en plus. Alors, quand on ne peut pas prouver l'identité des parents, des fois, les autorités font des suppositions discriminatoires
pour ce qui est d'origine nationale. Cela pourrait se baser sur leur apparence, leur nom. Et l'initiative de Open Justice ont publié un rapport sur la citoyenneté et des gens qui n'ont pas de citoyenneté et comment cela touche plusieurs Américains et entre autres. Cinquième obstacle, c'est l'ambiguïté par rapport aux nécessités de la résidence. Alors, pour avoir le registre de naissance, il y a beaucoup de pays qui ont cette nécessité, mais il y a beaucoup de gris qui existent, beaucoup de variations, même dans un pays même par rapport à la façon dont les gens interprètent les règles. Est-ce que c'est une catégorie de résidence permanente ou est-ce que c'est un permis qu'il faut avoir qui pourrait être donc considéré pour tous les migrants ou est-ce que c'était des résidents de facto qui sont là? Et dans ce rapport qui a été rédigé, il y a des différences entre l'Égypte et le Maroc pour ce qui est des nécessités de l'interprétation de ces règles. Sixième obstacle, les manques dans les services consulaires, l'accessibilité des services consulaires pour le renouvellement de documents est clé pour les parents migrants qui doivent peut-être avoir une identification valide pour régulariser leur statut dans un pays ou pour enregistrer l'enfant. Et surtout, quand quelqu'un est demandeur d'asile, des fois, leur situation pourrait être mise en danger dans cette situation. Alors, il y a une question de demande ici. Alors, cela est combinaison de peur, coût, manque d'informations et déficience dans les services, les nécessités procédurales qui rendent les choses difficiles pour les migrants d'avoir accès à une protection de leur consulat. Alors, au début, j'ai dit que j'allais parler des bonnes pratiques, des pratiques exemplaires qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour les migrants. Premièrement, on a vu des bonnes pratiques par rapport au registrant, ou faire le lien entre les documents et le bien-être social. Mais dans un contexte d'État, donc, il y a plusieurs de réductions qui ont été vues pour certains États de gens qui font face à l'apatride. Et cela pourrait avoir un État néfaste. Deuxièmement, c'est le lien entre l'inscription de la naissance et les soins santé. Souvent, les enfants sont nés à l'hôpital et voilà où commence le processus. Mais cela a augmenté, oui, cela a augmenté l'inscription des enfants. Mais ce qui se passe pour ce qui est de la santé de reproduction aussi touche l'enfant. Comment enregistrer l'enfant quand l'enfant est né à la maison d'une femme qui n'est pas enregistrée? Alors, de séparer cette idée d'enregistrement de naissance à la citoyenneté, bon, pourrait être logique, mais la création de ces deux choses, ces deux procédures pour les migrants qui n'ont pas de nationalité peut créer une difficulté et les gens ne peuvent pas s'en sortir. Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus, sur les résultats de pratiques alternatives d'enregistrement? Est-ce qu'une inscription est meilleure que pas d'inscription? Peut-être, oui. Il y a des gens qui disent que la notification d'inscription était clé, mais d'avoir une procédure ne mène pas forcément à la citoyenneté. Qu'est-ce qui était en danger ici? On le sait, c'est le risque d'apatride. Je voulais conclure tout simplement pour dire que les efforts de tout le monde ici sont tellement importants, tout en essayant de trouver comment renforcer l'inscription pour assurer l'équité de genre. On se demande si les ODD 16,9 devraient être une occasion ou menace. Comme dans cette présentation, on voit que les documents d'état civil dans une situation de conflit n'est pas simple. Il y a des nouvelles technologies pour les ODD 16,9. D'après ma recherche, je démontre que il y a une facilitation pour quelques gens, mais il y a des problèmes pour d'autres. Il ne faut pas oublier la volonté politique. Si l'inclusion représente la première principe pour la Banque mondiale,
Comment pouvons-nous garantir que l'inclusion et la non-discrimination représentent une chose centrale pour renforcer le ESEC? Peut-être ce qui m'inquiète le plus, c'est le déclin des droits de gens à la nationalité et de remplacer leurs droits par ces systèmes. Ces systèmes peuvent fournir des protections, oui, et avoir des services, mais ne sont pas des remplacements pour la citoyenneté avec toutes les protections que donne la citoyenneté. Alors, quand on décrit tout cela, on voit il y a des gens racialisés qui font face à la discrimination, des gens qui ne sont niés des documents, et cela efface l'existence des populations dans les yeux de l'État. Les enfants des migrants réfugiés font face à être laissés pour compte. Merci. Okay, we're going to move right. Merci. Marwan, s'il vous plaît. Et je vais vous poser à chacun une question. Si vous pouvez répondre dans 3 minutes, parce que comme ça, on peut donner assez de temps pour le public. Marwan, vous avez entendu 4 exposés et vous traitez de la région de l'Ouest en Asie, une région où il y a plusieurs crises actuellement. Pouvez-vous nous parler de ce que vous voyez, quels sont les gros défis et quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre région? Merci. Martin a souligné des enjeux clés dans notre région. Ce sont des choses qui représentent des défis énormes. Nous avons beaucoup de réfugiés dans la région, comme vous le savez, à cause du printemps arabe. 3 pays de la région font toujours face à des guerres qui sont toujours en continu. Il y a donc, on est basé de la région. Il y a un système d'hérité. Il y a aussi plusieurs autres pratiques qui existent. Alors, dans les régions de conflit, il faut parler des défis, mais il est plus utile de regarder chaque pays séparément. Il y a des enjeux pour chaque pays. On a commencé à aborder un pays à la fois. Pour ce qui est des données, et non seulement pour le ESEC, comme Benoît l'avait dit, il y a une perturbation totale dans le système. Alors, la situation en Syrie, au Libye, au Yémen, bon, il n'y a pas assez de données et il y a une perturbation du système totale. Alors, je voulais parler de quelques enjeux auxquels un pays fait face, la Syrie. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Tout comme Martin a suggéré, dans ESEC, c'est vu comme un enjeu neutre seulement quand il y a une confiance entre les citoyens et les institutions de l'État. Dans les guerres, cette confiance est rompue. Alors, l'enregistrement est politisé et dans un contexte tel que la Syrie, c'est tellement le cas à cause de la nature du conflit et c'est perçu comme un conflit sectairien. Alors, qui êtes-vous, qui est syrien, qui n'est pas, et tout cela devient un problème houleux. À cause du conflit, bon, il y a tout un problème commencé en Syrie d'enregistrement qui date depuis plusieurs années. Et le conflit ensuite crée plusieurs de binaires. Alors, il y a des régions, des zones contrôlées par le gouvernement et d'autres non. Pour le régime, contre le régime. Alors, l'inscription, bon, on a parlé
d'inscription pour les réfugiés qui habitent à l'extérieur de la Syrie. Mais on n'a pas abordé ce qui se passe à l'intérieur du pays, en Syrie. Alors, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour la région a fait beaucoup de bon travail dans la région, comme Martin a dit, comme ils ont fait en Irak. Pour le système en Syrie, dans les régions contrôlées par l'État, il y a plusieurs de défis là. Il faut inscrire il faut faire des enregistrements des faits d'état civil en Syrie, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se rendre au pays pour faire l'enregistrement. Il y a aussi le problème de gens qui manquent, les hommes qui manquent à l'appel. Il y a des milliers, même 200 000 hommes qui manquent à l'appel depuis le début du conflit. Leurs familles, surtout les femmes qui sont laissées pour compte, ne peuvent pas gérer le terrain, leur gagne-pain, sans le bon documentation. Et que ce soit si leur mari est mort ou non. Il y a aussi des problèmes de fausses documents. Il y a beaucoup de gens qui enregistrent la mort ou le décès de leur mari tandis qu'il est toujours en vie pour qu'elle puisse avoir plus d'aide. Alors, c'est un problème global pour ce qui est de la fausse documentation. Aussi, c'est le cas pour l'âge des femmes, parce qu'on sait que l'âge légal de mariage pour les femmes est de 17 ans en Syrie. La plupart de la Syrie était contrôlée par Daesh et ils avaient leur système pour l'enregistrement. Alors, il y avait des systèmes électroniques en Syrie qui a été perturbé dans ces régions, sauf dans 2 régions, Haska et Haflin. Mais à part cette situation, quand Daesh a été défait, ils ont détruit toute la documentation qu'ils possédaient. Il y avait d'autres groupes de milicias qui ont suivi le même système de contrôle. Mais le problème ici, c'est si le gouvernement va reconnaître les enregistrements ou non. Alors, il y a beaucoup d'obstacles. Je voulais mentionner une autre chose. Toute la documentation qui existe en Syrie, il faut avoir une sécurité, une cote de sécurité. Et c'est un obstacle énorme pour les gens qui habitent à l'extérieur des zones contrôlées par les gens ailleurs, à part le gouvernement. Il y a plusieurs opportunités, oui, de négociation pour la réconciliation. Et je crois que la documentation d'état civil sera un des enjeux importants à considérer. Cela comprend aussi les droits de vote, qui retournera en Syrie, qui est véritablement syrien. Est-ce que ces gens qui étaient dans les zones de contrôle de milices, est-ce que ces gens seront reconnus en tant que Syriens ou non? Souvent, il y a plusieurs qui ne sont pas Syriens, mais écoutez, il y a une occasion d'avoir un nouveau système. Merci, Mirwan. Allison, rapidement, s'il vous plaît. Vous avez parlé de naissance. Vous avez parlé de l'enregistrement des mariages. Avez-vous des commentaires là-dessus par rapport au mariage et comment cela pourrait toucher les femmes migrantes? Nous avons donc déjà beaucoup parlé de l'importance de l'enregistrement des mariages au Moyen-Orient, en Afrique, etc., où c'est une obligation nécessaire pour l'inscription au registre des naissances. Mais aussi, il faut en parler dans le contexte de la migration des travailleurs. J'ai lu un article sur les Indonésiens qui vont à l'étranger travailler et qui ont peut-être des enfants, mais se sentent stigmatisés
étant donné les circonstances dans lesquelles leurs enfants sont nés. C'est donc difficile pour eux de retourner chez eux avec une situation non traditionnelle, comme étant une famille monoparentale, une mère monoparentale, divorcée, ou avec un enfant qui est né d'un homme d'un autre pays. Tout ça, ça mène souvent à une situation d'apartheid pour les enfants. Il y a eu des cas où les femmes qui travaillaient à l'étranger ont laissé leurs enfants apatrides dans ce pays-là parce que pour éviter le stigmatisme. La stigmatisation, ou bien qu'elle amène l'enfant dans son pays, elle le laisse avec des membres de la famille qui ne pourront pas l'inscrire au registre. Dans le Moyen-Orient, par exemple, il y a des endroits, je me rappelle plus si c'est l'Égypte. Bon, oui. Il y avait une loi qui permettrait d'autres formes de preuves de lien de parenté. Mais en pratique, comme on sait bien, la loi n'a pas toujours préséance. Parfois, on nécessite un certificat de mariage. Alors, avec assistance légale seulement, les enfants peuvent avoir ce certificat. Un membre mâle de la famille peut accompagner la mère si le père est absent ou est décédé, mais seulement si la famille a les documents nécessaires. Sûrement, s'il n'y a pas de certificat de décès du père, ça complique les choses. Alors, on a déjà entendu parler du lien avec cela et le mariage des filles. On en a parlé, l'OHCHR en a parlé, des comités et des organismes de traité ont donné des lignes directrices aux États pour obliger ou requérir que les naissances et les mariages soient enregistrés. Et pour aussi renforcer les lois sur l'âge de mariage. Bon, Martin, j'ai une autre question pour vous. Vous avez parlé de l'inscription, de l'enregistrement des naissances et des mariages, mais vous n'avez pas beaucoup parlé du décès. Des décès. Alors, étant donné votre travail actuel, quels sont les défis que les gens rencontrent, les personnes déplacées quand elles veulent enregistrer un décès? Eh bien, il faut qu'il y ait un corps si on veut enregistrer un décès. Ce n'est pas facile à prouver. Nous avons été impliqués dans des démarches parfois pour prouver le décès, mais parfois lorsqu'il y a des enterrements de masse, c'est pas possible. Alors, il faut convaincre un juge que la personne est sûrement décédée plutôt que disparue ou en centre de détention, par exemple. Alors, ça présente des problèmes, bien sûr. Et puisque nous parlons de femmes, eh bien, c'est beaucoup de problèmes pour les femmes qui doivent paraître en cours et servir de témoins et qui ont souvent peur de faire face aux autorités. Dans les pays hôtes, il y a d'autres questions. Il n'y a pas seulement lieu de prouver le décès, mais par exemple, dans un pays, il faut avoir un passeport syrien valide ou un extrait du passeport syrien. Mais les gens n'ont pas toujours ces documents-là. Il est proposé que seulement 35% des familles syriennes ont ce document. Il y a aussi la question du coût. Pour les familles pauvres, eh bien, ils vont prioriser peut-être le coût de l'enterrement plutôt que de l'enregistrement. Si le décès est arrivé à la maison, il faut faire venir un médecin pour émettre un certificat. Alors, voilà des problèmes. Merci. Rosalind? Les Philippines, c'est le premier pays de pays-îles et qui a des problèmes avec ce système-là. Vous avez vécu l'ANA et les leçons apprises. Pourriez-vous nous donner des commentaires, des rappels qu'on pourrait appliquer à d'autres pays qui vivent les crises écologiques, par exemple?
Vous avez parlé des Philippines et des démarches qu'ils prennent pour essayer de faciliter le processus. Comment faisons-nous ce genre d'enregistrement dans des circonstances exceptionnelles, par exemple? Je crois que j'ai déjà mentionné l'enregistrement massif des décès et aussi les enregistrements mobiles, surtout si les structures ou les bureaux des registres d'état civil sont détruits. Il faut aller ailleurs. Alors, nous avons fait des enregistrements dans certaines collectivités qui sont habitées par surtout les minorités culturelles ou les personnes autochtones, les peuples autochtones. Il y a aussi les mariages en masse qui se font. Dans ce cas-là, l'enfant, la femme et les enfants ont la chance d'avoir accès aux privilèges octroyés au mari. Il y aura d'autres questions sur les mariages de masse dans quelques minutes. Mais Elena, le Beijing, 25 ans cette année. Avez-vous des initiatives de prévues? Que recommandez-vous pour Beijing 25, étant donné le travail que vous avez fait sur les personnes apatrides et le sexe? Je pourrais peut-être parler des occasions vues par UNHCR et ce que nous faisons même à l'extérieur de Beijing. Il y a beaucoup plus d'attention qui est portée à cette question, beaucoup plus d'efforts dans les agences de l'OTAN et parmi les États. J'aimerais vous parler de la campagne I Belong sur la situation d'apartheid. En 2019, octobre 2019, nous avons tenu un sommet de haut niveau sur les personnes apatrides. Il y a eu 360 recommandations qui ont été faites par les grandes nations pour mettre fin à la situation apatride des gens. Alors, c'est vraiment une occasion de tenir responsables les États des engagements qu'ils ont pris et aussi de surligner les pratiques exemplaires qui ont été adoptées par les États. On peut parler du niveau régional pour répondre aux défis. Il y a aussi la coalition UNHCR-UNICEF sur le droit de chaque enfant à la nationalité dont j'ai parlé. Eh bien, dans ce cas-là, nous travaillons avec les États et nous faisons des partenariat entre les États pour empêcher cette situation d'enfants apatrides. On espère que la recherche qu'on fera avec UNICEF, et j'ai parlé des lois et la discrimination fondée sur le sexe, eh bien, les études nous permettront d'avoir une meilleure compréhension des problèmes pour les femmes lorsqu'elles veulent inscrire un enfant, ce qui met les enfants à risque de devenir des enfants apatrides. Et tout cela suit les engagements pris par les États. Merci, on est tous très optimistes. Beaucoup de travail à faire dans l'année prochaine. Alors, nous avons la chance maintenant d'écouter vos questions, vos commentaires. On vous demanderait de vous approcher du microphone pour poser vos questions. Bonjour, je suis Fred des Philippines. J'aimerais parler de l'exposé de Allison qui parlait des travailleurs migrants, surtout les Philippines. Les Philippines ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Les travailleurs migrants peuvent quitter le pays sans certificat de naissance qui est nécessaire pour l'émission d'un passeport. Pour les événements qui arrivent à l'étranger, les consulats des Philippines deviennent le registraire de l'état civil. Tous les événements sont signalés à l'ambassade et les certificats seront
émis aux Philippines et seront numérisés. Donc, c'est pas difficile d'avoir accès au dossier des travailleurs migrants. Lorsqu'on parle de migration, l'enregistrement, lorsqu'il y a des catastrophes, l'enregistrement des naissances, eh bien, c'est pas une question de naissance massive, mais peut-être plus pour les décès, parce que dans les Philippines, la grande majorité de la population, les enfants seront nés dans les installations de santé. Nous préparons à recevoir les documents et lorsque le document sera numérisé et incorporé à la base de données, eh bien, nous avons des prévisions pour les situations de catastrophe. Eh bien, on pourra avoir accès aux documents. Il y a des copies dans divers bureaux et la personne à qui appartient le document a aussi copie du document. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Catherine Hartley. D'autres questions portant sur les obstacles légaux? Et j'aimerais bien entendre des commentaires du panel, mais je voudrais parler de la séparation des certificats de mariage et l'obligation d'avoir cela pour enregistrer des naissances. Alors, on a eu un exemple, par exemple, d'Égypte, où une femme musulmane s'est mariée avec un homme chrétien. Ils ont fui le pays, ils sont allés en Syrie ou au Liban, mais ils se sont mariés. Mais lorsqu'ils ont voulu avoir des documents pour leur enfant, même si la femme égyptienne a le droit de conférer la citoyenneté sur son enfant, eh bien, elle n'avait pas le droit parce que le mariage était considéré illégal. Je sais que dans certains pays, il y a des lois qui empêchent les actes sexuels à l'extérieur du mariage. Alors, cela vient enfreindre sur les droits de la femme. La femme pourrait aller en prison ou quelque chose même de pire si elle essaie d'avoir la documentation. Un autre exemple qui parle de conflit et des lois discriminatoires visant la nationalité. Eh bien, depuis quelques mois, il y a une femme malaisienne qui s'est mariée avec un homme syrien qui vivait en Turquie. La femme ne peut pas donner sa citoyenneté à un enfant né à l'extérieur du pays. Le père syrien avait peur d'aller chercher la documentation. La femme malaisienne son père était mourant en Malaisie. Elle voulait quitter le pays pour aller voir son père, mais elle ne pouvait pas avoir de documentation pour son enfant avant qu'il y ait eu beaucoup de tollé en ligne, en fait. Encore deux questions, Ramesh? Et non. Ramesh. Merci beaucoup. J'avais deux questions très courtes. Tout d'abord, c'est pour Rosalinda Immersion Clutterbuck. Les graphiques étaient intéressants qui démontraient qu'il y a 3000 décès d'enregistrés aux Philippines durant le typhon. Eh bien, je voulais comprendre combien de décès ne sont pas enregistrés dans ce genre de circonstances extrêmes et quelles sont les approches qui sont prises. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? En 2015, par exemple, en Syrie, l'équipe des Nations unies ont soulevé la question dans l'évaluation de la vulnérabilité sur les documents qui étaient incomplets. Par l'entremise de ce genre d'études, on peut mieux comprendre qui est enregistré et combien de personnes ne sont pas. Ensuite, si on a des expériences sur les retards dans l'enregistrement de ces actes,
qu'est-ce qui arrive lors des catastrophes majeures? Ma deuxième question est celle-ci. Je voulais faire le point sur ce que Martin a dit. Eh bien, dans les situations fragilisées et de conflit, la collectivité ECOWAS a été champion de l'harmonisation de l'inscription civile partout en Afrique pour faciliter un processus simplifié dans une région, une sous-région qui est très vulnérable. Le Conseil des réfugiés de la Norvège a documenté en Jordanie que les réfugiés syriens en Jordanie, eh bien, pour enregistrer une naissance, cela prend 9 autres documents. Parfois, ces documents sont très difficiles à obtenir. En plus, les responsables locaux créer d'autres obstacles à l'inscription. Donc, je voulais connaître votre expérience, vos réflexions sur la façon de rendre plus facile ce processus. Il y a bien sûr la loi d'un côté, mais aussi les pratiques opérationnelles. Alors, il y a beaucoup de contraintes et d'obstacles qui sont mises en place lors de moments de fragilité, de conflits qui causent plus d'entraves et d'obstacles. Merci. Je suis trop grand. Merci beaucoup pour votre exposé. Je suis Arnold et je travaille à CERDI. Je voulais poser cette question-ci. On a parlé du désir politique et peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est quelque chose qui m'a frappé. Lorsque les experts parlent des problèmes d'enregistrement pour les groupes vulnérables, eh bien, d'autres spécialistes auraient la même conclusion, mais d'une autre perspective. Je ne pose pas la question à savoir si c'est important ou non. Bien sûr, c'est important, mais voici ma question. Est-ce que l'enregistrement des actes civils, c'est le problème ou est-ce que le désir d'inclure ces populations, c'est ça le problème? Je ne veux pas savoir si c'est l'un ou l'autre. C'est bien sûr que ce n'est pas le cas, mais pour moi, il y a toujours cette question, à savoir, bon, mon partenaire qui n'a pas de certificat de naissance parce qu'elle est née dans le nord de l'Inde, elle n'a pas de problème au Canada avec le fait qu'elle n'est pas inscrite ou enregistrée. Au Canada, le système est tel que l'administration va traiter du problème parce qu'ils ont pris un engagement. Alors, je ne vais pas poser la question à savoir est-ce que l'enregistrement doit être facilité en Inde, mais je veux savoir vos opinions. À qui parlez-vous lorsque vous visitez les pays? Est-ce que vous parlez aux experts ou est-ce que vous allez dans le sens du reste du monde pour dire qu'il faut prioriser l'inclusion? Vous avez bien sûr parlé de désir politique et c'est pour ça que je pose la question. Eh bien, ce sont des bonnes questions, merci. Eh bien, Marwan, on va commencer avec vous, ça va? Je n'avais pas grand-chose à ajouter, mais je voulais souligner le fait qu'il y a des preuves anecdotiques, pas systématiques. Dans certaines situations de conflit, l'inscription au registre devient une sorte d'arme contre certains groupes. Et c'est ça qu'on nous dit, en fait. C'est donc pas une question technique, un problème technique. Il s'agit de rayer l'existence de l'autre. Il existe beaucoup de corruption. On parle de l'économie de la guerre. Alors, au lieu de suivre les procédures ordinaires, si on a de l'argent, on va acheter les documents. Je ne sais pas si ça a été documenté, mais ça arrive.
Et on en parle, hein? En Syrie, par exemple, ou au Liban aussi. Les documents sont reçus avec de l'argent qui leur est payé. Alors, s'il y a des conflits d'ordre religieux, eh bien, ça devient une arme contre certains groupes. Alors oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le rapport. Allison. Merci aux collègues des Philippines, Fred, d'avoir précisé la disponibilité des services pour l'enregistrement des actes civils, surtout pour les femmes travailleurs migrants. Dans la recherche, ce qu'on voit, c'est une question de demande. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'une femme travailleuse migrante est mobilisée en tant que personne productive qui ne devrait pas être reproductive durant cette période de travail à l'étranger? Et lorsqu'il s'agit de restrictions sur sa capacité de demeurer dans le pays, eh bien, il n'y a pas de voie qu'elle peut prendre pour devenir citoyenne. Alors, c'est pas simple, hein? Il y a des travailleuses migrantes qui ont des enfants avec d'autres travailleurs migrants d'autres pays qui veulent rester à Hong Kong, par exemple, dans ce cas-ci. Et elles ont peur de se voir forcées de quitter, que les termes de leur migration soient mis en trouble. Alors voilà pourquoi est-ce que les gens ne profitent pas des services déjà en place. Alors c'est quelque chose à considérer. Je voulais parler surtout des pratiques souples, flexibles. Martin a dit dans son exposé que parfois, des gens qui n'ont aucun autre moyen vont enregistrer l'enfant sous leur nom, comme si c'était leur enfant biologique. Il y a eu des lignes directrices données par le Comité sur les droits de l'enfant et sur les travailleurs migrants. Ils ont émis des commentaires en 2017, 2 commentaires sur les droits de la personne pour les enfants dans le contexte de la migration. Et ils disent en recommandation que les processus doivent être créés pour corriger les inscriptions des enfants ou même des adultes qui découvrent que les documents ont été procurés de façon frauduleuse, peut-être par des parents qui voulaient bien faire, mais qui ont été déterminés en leur nom. Alors, ce n'est pas l'enfant qui a commis la fraude, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait en leur nom. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quels sont leurs recours? Il y a des lignes directrices pour pallier à ces problèmes-là. Aussi, le désir politique. Eh bien, je suis d'accord que c'est pas l'un ou l'autre. Avec les commentaires de Marwan, eh bien, comme on dit, on peut voir la volonté politique ou non qui est mise en place dans la loi sur les enregistrements des faits d'état civil. J'ai fait des recherches en République dominicaine et j'ai observé moi-même ce qui se passait avec les campagnes pour démasquer les inscriptions de naissance, où il y avait des Dominicains et des Haïtiens qui arrivaient avec leurs documents en pensant qu'ils allaient recevoir des certificats de naissance pour leurs enfants, mais tous les documents qu'ils ont déposés ont été donnés aux responsables. Ils ont écrit HH pour dire enfant haïtien. Alors, on a fait des rapports là-dessus et ces gens-là n'avaient pas la capacité de profiter des périodes d'inscription. L'argent est là, les technologies sont là, mais il faut faire une certaine surveillance pour éviter que les pratiques discriminatoires ne s'imposent. Il y avait
des politiques que les officiels suivaient pour ne pas émettre de certificats pour les descendants de migrants haïtiens. Alors, malgré tous nos efforts positifs, on finissait par donner aux gens des outils pour poursuivre leurs pratiques discriminatoires. Merci. Martin. Vous aviez une question très précise aussi? Ben, je suis optimiste. Et on voudrait penser qu'il y a des solutions, mais il y a toutes sortes de cas, des cas difficiles, des cas faciles. Alors, il y a les cas où il y a les solutions individuelles, mais en utilisant la discrétion et la souplesse, eh bien, parfois, les choses peuvent bien aller. On peut modifier la politique et non la loi. C'est plus facile. Alors, il y a des exemples qui ont été émis par la Jordanie, le Liban et la Syrie. En Syrie, on a fait passer une directive qui dit qu'on peut s'inscrire avec une ambassade à l'étranger ou non. Si on est un réfugié syrien, parfois, c'est difficile pour les gens de prendre la décision, mais c'est possible de le faire. Au Liban, il y a une amnistie qui permet de légaliser les mariages non formels. Alors, si je parle encore de la Syrie, en 2011, le gouvernement a permis la nationalisation des Kurdes syriens. Alors, c'était la première fois. Voilà un exemple. En Jordanie aussi, une pratique qui dit que si la mère est jordanienne et que le père a une autre nationalité, on peut avoir une carte d'identité jordanienne. Alors, voilà quelque chose qu'on pourrait considérer pour l'avenir. Merci. Alors, oui, on peut être optimiste, en fait. Linda, une question pour vous provenant de Ramesh sur les retards dans les enregistrements. Est-ce que vous voyez ce phénomène Eh bien, durant les catastrophes, souvent, on fait un enregistrement en masse des décès. Il faut identifier le corps, le défunt. Et ça prend des membres de la famille qui vont faire l'identification avant que le décès soit enregistré. Il y a aussi des cas où les défunts ne sont pas identifiés. Il faut donc dire où on a trouvé le corps et compléter un document pour dire que le cadavre n'a pas été identifié. Puisque parfois ce n'est pas identifié, ils ne sont pas identifiés, eh bien, l'enregistrement est fait tardivement. Aux Philippines, nous avons une tradition qui dit que nous devons enterrer le défunt à l'intérieur de 24 heures. Si l'enregistrement ne peut pas avoir lieu en 24 ans, eh bien, pour ça, nous avons un retard, une prolongation de la période d'enregistrement. Eh bien, en ce qui concerne la question du désir politique, eh bien, il y a des normes culturelles et sociales qui sous-tendent les lois. Je voulais parler des approches régionales qui pourraient aider les régions. Si on parle des Amériques, par exemple, on a porté attention, par exemple, au Moyen-Orient, mais les Amériques veulent éliminer la situation d'apartheid. Il y a eu d'autres crises humanitaires. Au Venezuela, par exemple, on voit beaucoup de gens, ça peut aller jusqu'à 4 millions de personnes qui sont déplacées dans la région. Eh bien, on est très encouragé par la réponse provenant de pays latino-américains qui veulent répondre à ces problèmes qui pourraient mener à des situations de personnes apatrides. Alors, en Colombie, par exemple,
on a décidé d'enregistrer les enfants qui sont nés chez eux et de leur donner la citoyenneté. Alors, il y a une certaine pression qui est là, mais aussi les gens peuvent jouer un rôle important dans les stratégies. Merci beaucoup. J'ai peur que nous sommes au-delà des délais permis. Donc, je vais demander à ce qu'on applaudisse très fort tous nos orateurs.